Tardif, bonjour et merci d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation pour cette interview à distance pour Hockey Magazine. Oui, merci, c'est un plaisir aussi. Alors Luc, tout d'abord, comment se passe votre confinement? Écoutez, comme tous les Français, donc on est quelque part à la maison. Bon, je dois vous avouer qu'à la campagne normande, avec un grand jardin, on est privilégié, il faut un peu l'admettre. Bon, ça me permet quand même, en suivant les règles, je pense qu'en tant que responsable, il faut que je montre l'exemple quand même. Okay. Donc, je fais une petite promenade avec mon épouse le matin pour l'heure qui nous est attribuée pour faire de l'exercice physique. Puis, dans l'après-midi, j'essaye toujours de faire quelque part du vélo d'appartement pour se tenir en forme. Puis, j'ai un jardin qui n'a jamais été aussi beau parce que d'habitude, je ne suis pas souvent à la maison et là, c'est vraiment impeccable. Mais on a quand même, j'ai été agréablement surpris parce que j'avais peur d'être complètement, je ne vais pas dire coupé du monde Oui, tout à fait. de la fédération dans laquelle, ou des différentes fédérations ou des organes. Mais finalement, je pense qu'on avait déjà commencé à travailler par téléconférence, par visio, etc. Puis là, on voit que c'est quelque chose qui s'étend, à la preuve, cette interview. Hein. Et on arrive quand même à faire beaucoup de choses. Donc, on n'est pas totalement à l'arrêt. D'ailleurs, du coup, il faut organiser des agendas. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça, mais on a toute une série de visioconférences avec le comité olympique, le ministère, avec le comité directeur, le bureau, et on arrive quand même à faire beaucoup de choses pour absorber un peu les suites de ce coronavirus, puis préparer la saison. Déjà, essayer de finir celle-là. Justement, comment fonctionnent actuellement les services de la Fédération française de hockey sur glace? Un peu comme tout le monde, c'est un peu service minimum. Donc, je veux dire, les organes essentiels qui sont l'administratif, les finances, tout ce qui est réglementaire et statutaire, notre service juridique, parce qu'il y a quand même des trucs à régler quand même. Hein. Okay. Donc ça, on fonctionne par télétravail. On a bénéficié quand même des avantages du gouvernement en ce qui concerne le chômage partiel. Donc maintenant, tout le monde est dans les starting blocks pour faire en sorte de revenir préparer un peu cette nouvelle saison. Très bien. Quelles ont été justement les principales demandes auxquelles vous avez dû faire face? Les demandes, ça a été, premièrement, on a tous été soumis à la même enseigne, c'est-à-dire l'arrêt brutal de nos championnats. Donc, le plus compliqué, c'était pour les championnats dits professionnels et semi-professionnels, hein, parce qu'il y a des incidences financières un peu plus flagrantes. Donc, ça a été regardé pour faire en sorte déjà, il a fallu prendre une décision. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? En sachant que on était comme tout le monde, on découvrait ce qui allait nous arriver de semaine en semaine par rapport à la progression de ce virus, par rapport au règlement ou je veux dire, ce à quoi on allait être soumis en ce qui concerne les confinements, ce qu'on avait le droit de faire. N'oubliez pas, à un moment donné, on avait le droit à moins de 5000 personnes à organiser des matchs, puis ensuite c'était moins de 1000 personnes, puis ensuite c'était moins 500, puis après c'était à huis clos, et tout ça c'est arrivé en l'espace de 2-3 semaines. Hein. Donc, on s'est adapté à ça, puis finalement, je pense qu'on a pris assez tôt une décision d'arrêter totalement le championnat. Est-ce que justement c'était la seule solution qui s'imposait, l'arrêt de la Synerglace Magnus et des autres championnats? Ouais, parce que premièrement, nous, comme je regarde un peu les autres sports, ils ont la possibilité de continuer plus tard, mais nous, on avait, puisqu'on n'a plus maintenant, on avait un championnat du monde, donc c'est-à-dire préparation d'équipe de France. Donc, on était, nous, en sandwich par rapport à un événement qui est, je dis le championnat du monde, mais c'est les championnats du monde, qui est en gros début mai. Donc, on était coincé un peu là-dessus, puis on voyait qu'on n'allait pas y arriver. Et finalement, l'avenir nous a donné raison parce que
tous les championnats d'ailleurs, dans la foulée, après tous les championnats européens sont arrêtés un peu dans la foulée. Donc, alors, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qui a été décidé concernant les montées et les descentes dans les diverses divisions? Oui, donc on a, premièrement, ce qui a été décidé, c'est que on faisait un arrêt sur image. Et l'avantage qu'on avait, c'est qu'en Ligue Magnus, il y avait déjà une place de libre avec l'affaire de Lyon. Hein, il y avait déjà une place de libre. On a déjà lancé une procédure dans laquelle, comme on a fait un arrêt sur image, c'est-à-dire en ce qui concerne la Magnus, il n'y avait pas, comme il n'y avait pas de descente de prévu cette année-là, bon, donc c'était statu quo. Mais en ce qui concerne la D1, il fallait regarder puis définir un ordre selon où on avait arrêté les championnats. Donc, ce qui a été décidé, c'est le gagnant du championnat régulier, puisque là, on était dans une phase play-off. Et ensuite, ceux qui étaient encore en course au moment de l'arrêt dans les demi-finales. Et là, on a fait une hiérarchie selon les points qui avaient été comptabilisés. Et pareil, en ce qui concerne la division 2 pour l'accès en division 1. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'à l'heure actuelle, on est en mesure déjà, puisqu'on a pris une réunion, on a eu une réunion du bureau directeur et il a été décidé, premièrement, que Cergy était prioritaire en ce qui concerne la montée. Donc, attention, quand je dis prioritaire, c'est-à-dire ils doivent remplir toutes les exigences du cahier des charges de la Magnus et avoir, je veux dire, l'assentiment de la commission de contrôle par rapport à leur situation financière, etc. Donc, les commissions sont intervenues, commission Magnus, donner leur accord sur la possibilité de monter de Cergy et la commission de contrôle. Il reste maintenant à Cergy parce qu'ils sont en principe qualifiés, mais il faut qu'ils remplissent toutes les cases en ce qui concerne la commission de contrôle, en sachant que ce qui a été présenté à l'heure actuelle, je veux dire, a donné un avis favorable de la commission de contrôle. Et on a interrogé quand même, parce qu'il fallait savoir si Cergy allait accepter de monter ou pas. On a interrogé Neuilly et ça m'échappe, une autre équipe qui, eux, n'avaient pas souhaité donner suite à une éventuelle montée. Donc, la décision était finalement facile à prendre. Et en ce qui concerne la D2, pour accession à la D1, donc les premiers de la saison régulière et selon l'avancée, c'était Épinal, qui a présenté un dossier, qui a eu aussi un accord favorable. Donc, il y a eu un accord favorable pour que ce soit de la commission D1, D2, D3 ou de la commission de contrôle. Donc, à l'heure actuelle, Cergy, s'ils remplissent les conditions de la CNACG, monte en D1 et Épinal, monte en Magnus et Épinal de la D2 à la D1. Maintenant, il y a une hiérarchie et s'il y a, c'était le cas par exemple que Châlons avait décidé de ne pas donner suite de la continuité en deuxième, à ce moment-là, sur la division 3, il y avait deux équipes qui ont postulé, qui étaient Reims, qui ont été choisis en priorité, et Poitiers. Les deux ont été validés par les diverses commissions et la commission de contrôle. Donc, en ce qui concerne Reims, qui vont monter en D2, et en ce qui concerne Poitiers, c'est selon désistement ou quoi que ce soit. Donc, on a procédé comme ça. Est-ce que justement, avec cette crise, la plupart des clubs ont-ils une situation financière précaire ou c'est relativement encore tenable? Je regarde un peu les autres fédérations, puis nous, quelque part, c'est un mal pour un bien. Hein, je veux dire, je vois les grosses fédérations qui eux sont impactés par les droits télé. Quand tu finis pas une saison, tu n'as pas de match. Nous, malheureusement, on n'a pas trop ce problème-là parce que il y a comment dire, il n'y a pas d'impact sur comment dire les finances des clubs. Mais la seule chose, c'est que quand même on est plus inquiet pour la saison qui vient puisqu'on a des sponsors un peu régionaux.
Donc, la plupart du temps, c'est des PME. On voit que les PME souffrent beaucoup. Le secteur automobile, le hockey est fortement lié à un impact régional des sponsors. On va voir un peu comment ça se décide. Puis en même temps, à la rentrée en septembre, je pense que tous les sports vont être impactés sur le pouvoir d'achat des gens, le sponsoring, tout. C'est pour ça que quelque part, on est en train de réfléchir à faire en sorte de, pourquoi pas, mais c'est pas décidé encore, mais pourquoi pas qu'on refasse un peu pour l'année prochaine pour être certain que les clubs, premièrement, ils ne soient pas terrorisés de ne pas descendre et fassent des folies, de faire en sorte que ça soit comme on l'a fait cette année, exceptionnellement sur dossier. Donc, sur dossier financier. Faire en sorte que les équipes n'aillent pas au-delà du raisonnable pour être maintenues, pour monter ou quoi que ce soit. Donc, c'est en discussion, là, etc. Puis on va peut-être en parler, il y avait une question, on va peut-être en parler un petit peu plus tard. C'est que nous, on a vraiment, on avait toujours mis des fonds propres de côté au cas des coups durs. Je pense que là, on est en train de passer un coup dur. Donc, on va consentir de taper dans nos fonds propres pour aider les clubs. Là, on va avoir des réunions avec le comité directeur, mais déjà au bureau, on va consacrer une somme assez conséquente par rapport aux moyens d'une fédération comme la nôtre. Mais je pense que c'est le moment de faire. Les clubs, ils vont avoir une incidence. Maintenant, la saison, elle était quand même avancée jusqu'aux demi-finales. Donc, il va y avoir un impact, mais je pense plus sur l'année qui vient que sur le... Ouais. Alors, dans l'optique justement d'un déconfinement, quelles ont été vos préconisations adressées à la ministre des Sports? Premièrement, on entend un peu ce qui se dessine. Avec nous, normalement, la saison, elle doit commencer à la première semaine de septembre ou mi-septembre. C'est le début de notre saison. Selon ce qui va être décidé, autant je pense que le foot, le rugby peuvent envisager des matchs à huis clos avec les droits télé qu'ils ont. Nous, c'est pas possible. Hein. Nous, c'est pas de gradins, pas personne dans les gradins. C'est difficilement envisageable. Si on est obligé de le faire, de toute façon, ça sera la loi, on le fera. Et à ce moment-là, on va peut-être regarder un peu si c'est judicieux de repousser un peu la saison en sachant que nous, comme d'habitude, on est dans un carcan entre nos championnats du monde qui sont au mois de mai et il n'y a qu'un samedi par semaine. Il n'y a qu'un samedi par semaine. On ne peut pas multiplier. Et en ce qui concerne la D1 et la D2 qui sont semi-amateurs, on ne peut pas faire comme on fait avec la Magnus, 3 matchs par semaine. Donc, on va regarder ça de près, mais on va proposer aussi des alternatives par rapport à la gestion. Est-ce que c'est, selon les capacités des patinoires, un spectateur sur 2, sur 3, sur 4, je ne sais pas. Mais ça serait vraiment dramatique de jouer avec personne dans les gradins. Ça sera dramatique pour tout le monde. Hein. Mais donc, c'est ce qu'on est en train de regarder on avait déjà regardé sur les demi-finales de la Magnus pour proposer des solutions, le port du masque, etc. Mais au tout début, mais assez vite, le coup près est tombé. Et on va revenir un peu avec ça. Et je pense qu'en discutant avec toutes les fédérations, là, c'est un peu vers quoi on essaie de pousser le gouvernement à vraiment tenir en compte que les fédérations moyennes, le volley, même le basket sont un peu dans le même chapeau que nous. On a besoin de spectateurs, hein, sinon on va être en grande difficulté. Maintenant, c'est le virus qui va un peu décider ça. Hein. Tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, justement, qu'en est-il également concernant les stages d'été? Donc, les stages d'été, ça, c'est une problématique plus pour l'équipe de France parce que nous, on a un TQO, hein, qualification olympique à la fin du mois d'août. Donc, se présenter au TQO, pas d'entraînement, pour vraiment une compétition qui est si importante, qui va régler les 4 ans qui viennent, c'est compliqué. Donc, on attend, comme tous les Français, on va regarder le Premier ministre qui va... mais nous, on a prévu des stages quand même. Je veux dire, on les a prévus. Après, est-ce qu'on va être en mesure de les faire?
spécifiques à l'équipe de France masculine et féminine qui, eux, ont des échéances de préparation pour la qualification olympique. Maintenant, on va regarder un peu si on va être capable de les maintenir ou pas, ce qu'on aimerait. En sachant que côté IHF, parce que je suis trésorier de la Fédération internationale, ben on est dans la même expectative. Est-ce qu'on va être en mesure d'organiser ces qualifications olympiques? Okay. Il est prévu une date de repli qui est au mois de février, qui ne nous va pas du tout, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas nos joueurs de la Ligue nationale, ça c'est sûr. Alors qu'en août, et encore, c'est encore en août, parce que la Ligue nationale est en train de réfléchir, eux aussi, quand est-ce qu'ils vont commencer la saison, est-ce qu'ils vont finir leur saison. Donc, il y a toute une incertitude commune, là. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce qui concerne le TQO, plus le temps avance, plus on voit que ça va être très, très compliqué de les faire à la fin août. Parce que, est-ce que fin août, toutes les nations vont être en mesure de voyager? Est-ce qu'il va y avoir des pays fermés dans lesquels on ne peut pas y aller? Et je pense que là, je pense que dans les 10 jours qui viennent, on va être fixé. Très bien. C'est d'ailleurs votre dernier mandat à la tête de la Fédération française de hockey sur glace. Comment est-ce que va se passer cette transition-là? Est-ce que vous avez déjà un petit peu anticipé? Comment elle se passe? Comment elle se passe, tout à fait. Voilà, parce que, premièrement, je pense que au bout du mandat, ça va faire 16 ans à la tête de la Fédération. Surtout le dernier mandat, j'ai averti tout le monde, je veux dire, je ne serai jamais à la retraite du hockey. Hein. Je veux dire, le président, c'est autre chose. Mais le hockey, c'est ma passion. Tant que je vais être en vie, je me suis toujours occupé de ça à diverses places. Hein. Ça peut être comme membre du comité directeur lambda, même aider un club. Je suis dans le comité directeur du club de Louviers ici à Évreux, près d'Évreux, un petit club. Donc, je serai toujours attaché. Ou la Fédération internationale, ça, je ne serai jamais à la retraite du hockey. Mais je pense qu'il est du devoir d'un président de préparer l'avenir. Et c'est pour ça que, en toute connaissance de cause, lors de la dernière AG, lorsque j'ai été élu, j'ai expliqué que j'allais commencer à me mettre en retrait, et c'est le cas, de m'appuyer sur une organisation qui est la suivante, je veux dire un vice-président exécutif qui va s'occuper des salariés de la Fédération, du secteur professionnel et des finances. C'est Pierre-Yves Gerbeau, je ne sais pas si vous connaissez, un ancien joueur d'équipe de France, qui a travaillé chez Disney, qui a commencé à travailler avec nous pour l'organisation des championnats du monde et qui s'est piqué au jeu. Donc, il a une bonne expérience du hockey, du haut niveau, c'est un passionné. Et un deuxième pilier qui est Jean-David Camus, qui est secrétaire général, qui lui est en charge de tout ce qui est disciplinaire, statut, règlement, etc., qui est là dès le début de la création de la fédération. Et ils font un super boulot. Puis, de plus en plus, je fais président, je coupe les rubans, je donne des coupes. Et je suis très, très content d'être parti dans ce sens-là parce que vraiment, je vais pouvoir dans 2 ans partir tranquille. Et même maintenant, j'ai beaucoup plus l'esprit tranquille. Je dois accepter quand même la délégation, mais ça se passe très, très bien. Puis en même temps, 4 ans de travail ensemble, je pense que c'est bien. Maintenant, il restera au bout de 4 ans des élections qui devront conformer cette équipe. Mais déjà, si c'est eux, ils pourront partir en toute connaissance de cause. C'est 4 ans d'expérience avant de partir tout seul. Super. Eh bien, écoutez, Jean-Luc Tardif, merci beaucoup pour cette interview et puis à très bientôt. Oui, je peux rajouter quelque chose? Allez-y, avec plaisir. J'ai vu, parce que je sais que Hockey Magazine, patinage, donc je sais que toi-même, tu es, sans pour autant intervenir et donner des jugements de valeur en ce qui concerne les changements à la tête de la Fédération des sports de glace, en sachant que j'ai cru comprendre que c'était pas totalement fini, là, il y a eu des recours, mais bon, quand même.
On s'entendait déjà beaucoup mieux depuis la scission avec la fédération. C'est un peu comme les couples divorcés, souvent ils s'entendent mieux quand ils sont loin. On s'est séparés ensemble. Mais il y avait quand même il y avait quand même un petit historique qui faisait de part et d'autre qu'on avait des freins de se livrer totalement. Et je pense que il va être important là puis je connais assez bien Nathalie. Qui est normande. Donc, j'ai travaillé avec mon papa dans la même entreprise pendant 20 ans. Donc, j'ai vu aller. Et je pense que ça va être important de refixer des liens avec des objectifs précis parce qu'on travaille dans les mêmes patinoires, on a les mêmes objectifs. Et le développement des sports de glace comme le développement du hockey sur glace, il passe par des nouvelles patinoires. Des équipements. Je pense qu'on a fait beaucoup. Il y a plein de nouvelles patinoires. Mais à partir du moment où il y a vraiment un osmose et qu'on travaillera sans retenue, je pense qu'on peut faire un sacré boulot. De fédération. Ouais. Et je pense que c'est important pour un comme pour l'autre parce que le développement, il va passer par ça, des nouveaux équipements. Donc, je lui souhaite bonne chance aussi parce que, rentrer dans une organisation un peu plus politique. Je sais parce que je suis parti de une période difficile. Simple joueur et dirigeant pour rentrer dans un rôle un peu plus politique. Il faut faire des compromis, il faut être malin, il faut regarder des réglementations, etc. Il faut bien s'entourer. Mais je pense qu'elle va apprendre tout ça assez facilement. Merci beaucoup, Luc. Bon, puis Hockey Magazine, longue vie. Hein? Vous allez être comme nous, ça va être un peu compliqué au début, mais je pense qu'on a l'habitude, nous, que ça soit toujours compliqué. Hein? On va se battre. OK. Bon, bonne fin d'été. Restez chez vous. Merci beaucoup.